ce qui est important à comprendre dans cet exposé, il va falloir qu'on fasse un petit peu de physiologie pour comprendre comment est formé le lactate, comment il s'élimine, pour essayer de comprendre et interpréter les études. Donc clairement, le lactate, c'est un équilibre entre la production et la consommation. Et lorsqu'on se place en réanimation, vous avez classiquement appris que le lactate était la mise en jeu du métabolisme anaérobie qui vous est décrit ici. Le métabolisme anaérobie, classiquement, lorsque tout va bien, qu'il y a l'oxygène, le glucose est utilisé, transformé en pyruvate, il rentre dans la mitochondrie et il fait le cycle de Krebs. Et donc, une molécule de glucose équivaut à 36 ATP, plus du CO2, plus de l'eau. Lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, toute cette chaîne-là est bloquée, le pyruvate ne peut plus rentrer dans la mitochondrie, des mécanismes de compensation sont mis en jeu, et notamment l'accélération de la glycolyse, qui conduit finalement à produire du lactate, puisque le pyruvate est obligé de transformer en lactate. Et heureusement, lorsque l'on fait du lactate de cette manière, on produit tout de même 2 ATP. Et donc, lorsqu'on est en situation d'anaérobiose totale, ce qui est quand même assez rare, en dehors de l'arrêt cardiaque, on a bien une hyperlactatémie, on a un rapport lactate-pyruvate qui a augmenté, normalement il est de 10, il doit être de 30-40. On a ce qu'on appelle un phénomène de glycolyse aérobie accélérée, on utilise plus de glucose. C'est une réaction qui n'est pas très bonne sur le plan énergétique, parce que finalement pour une molécule de glucose, au lieu de faire 36 ATP, on n'en fait que 2, mais on en fait quand même 2. Et on peut considérer donc que c'est un mécanisme adaptatif énergétique salvateur, entre guillemets, en tout cas pour maintenir une situation, dans une situation de crise. Ça, c'est le premier mécanisme qui peut conduire à la formation du lactate. Le deuxième mécanisme dont on pense qu'il est assez important dans les situations qui nous intéressent, c'est ce qu'on appelle l'activation adrénergique de la glycolyse. Ça paraît un petit peu compliqué sur ce schéma, mais en gros, c'est assez simple. En gros, lorsque vous faites du stress, lorsque vous êtes hypotendu, hypovolémique, vous allez sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, vous savez qu'elle agit sur les alpha, les bêta 1 et les bêta 2. Les bêta 2 sont responsables des effets métaboliques. Ils sont ici. Et lorsque vous activez le récepteur bêta 2 par l'adrénaline, vous allez faire plusieurs choses. Un, vous allez faire de la glycogénolyse. Vous allez utiliser le glycogène, qui est la réserve énergétique dans le muscle, pour faire du pyruvate et du lactate. Deuxièmement, l'ATP qui est produit par cette réaction, il va servir à quelque chose. Il va servir à alimenter cette pompe-là, qui est la pompe NAK-ATPase, qui sert à faire sortir le sodium de la cellule et à faire rentrer le potassium. Si elle ne marche pas, le sodium reste dans la cellule, l'eau va le suivre et la cellule va éclater. C'est l'oncose, c'est un phénomène de mort cellulaire. Donc c'est donc une pompe qui était indispensable à la survie de nos cellules. Donc cette façon de faire du lactate, c'est bien indépendant a priori de l'oxydation, de la présence d'oxygène. C'est un mécanisme physiologique extrêmement lié au stress et c'est bien une adaptation métabolique. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, c'est une navette métabolique. Le lactate qui est formé va aller rejoindre le foie. Il va faire ce qu'on appelle un cycle futile, c'est le cycle de Cori. C'est un cycle assez étonnant puisque finalement, ce cycle ici, il y avait 2 ATP de produits. Et ce cycle va servir à reformer du glucose, ici. C'est donc de la néoglucogénèse en utilisant des acides gras libres. C'est une réaction qui a priori paraît pas très bonne sur le plan énergétique puisqu'on va utiliser 6 ATP pour refaire du glucose. Mais c'est une situation qui est très intéressante sur le plan métabolique parce qu'elle va permettre d'utiliser du glucose rapidement qui va être utilisé par les organes qui sont glucodépendants comme le cœur ou comme le cerveau. Donc 2 manières de faire du lactate très différentes. Qu'est-ce qu'on sait du lactate? Ce qu'on sait du lactate, c'est que chaque fois qu'il y en a, chaque fois qu'il se forme, chaque fois qu'il augmente et chaque fois qu'il persiste, ça signifie que ça n'est pas bon pour le malade. C'est un signal de danger et c'est essentiellement toujours associé au pronostic. Ça, c'est une étude déjà assez ancienne de Jan Bakker dans des patients en choc septique qui montrait qu'à la fois la valeur initiale de lactate qui est ici, pardon, je ne sais pas s'il marche, bon il marche, je vais vous montrer avec la flèche, ici, ou l'évolution en fonction du temps passé avec un lactate élevé si on le relie aux différents organes. Chaque fois que le lactate est élevé, il est associé à plus de défense d'organes et chaque fois qu'il persiste, plus le malade décède. Donc de façon assez évidente est arrivée la notion de clairance du lactate qui n'est pas un très bon terme puisqu'une clairance est bien une quantité d'un métabolique qui est éliminé par une unité de temps. Donc là ce qu'on mesure, quand vous dites le lactate est éclairé, ce n'est pas une clairance, mais on va dire c'est un pourcentage d'élimination du lactate durant un certain temps.
la formule, elle vous est donnée ici, c'est le lactate initial moins le lactate au bout de certaines heures. Alors ça, c'est assez dépendant des études, ça peut être 6, 12, 24 heures, divisé par le lactate initial, multiplié par 100 pour faire des pourcentages. Dans cette étude qui est issue d'une des études, de l'étude Rivers, on voyait bien que cette clairance du lactate était en analyse multivariée très fortement associée au pronostic du patient. Et les auteurs de ce papier avaient montré que si cette clairance était inférieure à 10%, c'est pas grand-chose, 10%. Hein. Vous avez 5 millimoles, 10%, ça fait 5,5 au bout de 6 heures. Ce n'est pas une baisse de lactate absolument phénoménale. Et bien, le pronostic était très différent. Vous voyez, les patients qui avaient une clairance plus de lactate au-dessus de 10% versus les patients qui avaient une clairance de lactate inférieure à 10%. Donc clairement, lorsque par une intervention thérapeutique, on constate que le lactate baisse, je ne sais pas si on fait baisser le lactate volontairement, mais en tout cas on constate que le lactate baisse, c'est associé à un meilleur pronostic. Donc c'est clairement pour ça qu'un certain nombre d'études s'attachent à tester la clairance du lactate. Donc ça a été testé dans un certain nombre d'études et globalement la clairance du lactate, lorsqu'on le regarde de façon rétrospective, elle est fortement associée à un meilleur pronostic. Hein. Vous voyez les odds ratios ici qui sont des odds ratios négatifs sont bien associés à un meilleur pronostic du patient. Donc ça c'est quelque chose que l'on constate. Et donc, un certain nombre d'auteurs ont essayé de le tester. Le premier papier qui a essayé de le tester, c'est Jones dans le JAMA. Et il est passé sur l'hypothèse de dire que finalement, on va faire deux choses. Soit on fait du reverse et on va mesurer la SVO2 et on va faire l'algorithme thérapeutique comme reverse, soit on va mesurer le lactate, mais en faisant finalement la même thérapeutique. Et le résultat est assez simple. Si vous basez votre thérapeutique sur la SVO2 ou sur le lactate, vous avez exactement les mêmes résultats. La mortalité est identique et aucune différence significative en termes de liquide transfusé, d'utilisation des catécholamines. Donc la première conclusion de ce papier, c'est que si vous voulez faire un algorithme thérapeutique simple, vous pouvez utiliser soit la SVO2, soit le lactate. On verra après que peut-être, il peut être intéressant de les associer. La deuxième étude que je vais vous montrer, c'est l'étude de Janssen, du groupe de Jan Bakker. C'est une étude un tout petit peu plus compliquée parce qu'elle essaye de comparer un groupe contrôle, mais qui a une thérapeutique extrêmement précise, basée aussi sur reverse, mais aussi dans laquelle on rajoutait des vasodilatateurs un petit peu à la mode néerlandaise, versus la clairance du lactate, qui était la baisse de 20%. Alors cette étude, c'est assez étonnant parce que finalement, en basant la thérapeutique sur le lactate, il n'y a significativement aucune différence entre les deux groupes, que l'on se base sur des paramètres globaux et que l'on se base sur le lactate. Par contre, si on fait une thérapeutique basée sur le lactate, il y a plus de fluide, mais finalement, strictement aucun bénéfice en termes de mortalité. Le P était à 0,07, mais votre ratio, il est très largement de part et d'autre du 1. Donc, il n'y a aucun bénéfice. Alors, grâce à une analyse statistique un petit peu plus compliquée dans laquelle sont rentrés des cofacteurs, ce groupe a réussi à démontrer une amélioration du pronostic. Mais si on regarde en détail l'étude, ce qu'on constate, c'est tout de même que dans le groupe où la réanimation est basée sur le lactate, il semble y avoir moins d'inotropes et une ventilation mécanique plus courte. Néanmoins, le bénéfice que l'on entendait est quand même relativement faible. Et si on interprète un papier comme on doit l'interpréter, on doit en rester à ce 0,07 et dire qu'il n'y a pas de différence en termes de réanimation. La troisième étude que je vais vous montrer n'est pas encore publiée. Elle va être publiée dans un gros journal dont je n'ai pas le droit de dire le nom, puisqu'on m'a dit qu'il ne fallait pas le dire. Ces diapos m'ont été passés par Glenn Hernandez et Jean-Luc Teboul. Et cette étude visait à comparer le temps de recoloration capillaire dont la technique vous est démontrée ici, qui est un paramètre dit de microcirculation, mais qui est quand même pour moi un paramètre mixte à la fois de macro et de microcirculation, à la clairance du lactate. Donc cette étude avait un algorithme relativement complexe qui visait à maîtriser chaque étape de la réanimation. Donc à partir du moment où le patient avait un temps de recoloration capillaire anormal ou un lactate élevé, les auteurs regardaient s'il était hypovolémique, et puis ça se traitait par un bolus, donc c'était précharge dépendant, et puis après on regardait s'il était hypertendu. Donc s'il était hypertendu, on lui faisait un test au vasopresseur en regardant si les anomalies pouvaient être réversées, et puis on lui faisait, puisqu'il y avait Jan Bakker dans ce papier, un test aux inodilatateurs
Alors, de façon étonnante, l'inoxymone avait été choisi à dobutamine. Alors, on va dire, pour moi, c'est un test aux inotropes, surtout plus qu'aux inodilatateurs, mais peu importe. Donc, il y avait quand même un algorithme thérapeutique visant à s'assurer du bon traitement de chaque étape. Et lorsqu'on regarde le résultat, donc cette figure, vous la verrez bientôt dans un gros journal dont je ne dois pas dire le nom, finalement, aucune différence significative. Alors 0,07, mais 0,07, malheureusement, ça n'est pas 0,05. Donc il y a un signal, mais je ne vous ai pas mis les autres ratios, mais les autres ratios sont quand même assez grands aussi. Donc il faudrait probablement beaucoup plus de patients, peut-être, pour prouver un bénéfice. Donc en gros, la conclusion qui est écrite à la mode New England de ce papier, c'est bien qu'il n'y a pas de différence dans une réanimation basée sur le lactate ou dans une réanimation basée sur le temps de recoloration capillaire. Alors pourquoi ça ne marche pas tout ça? Ça ne marche pas tout ça aussi simplement parce qu'il ne faut pas être simpliste et que c'est compliqué. Je vous ai mis ici les facteurs influant la formation du lactate, on a discuté, hypoxie tissulaire, généralisée, ça ce sont des choses que l'on sait et que l'on peut traiter en mettant de la ventilation, la transfusion, la cellulation, tout ce qu'a montré Thierry tout à l'heure. Il peut y avoir éventuellement de l'hypoxie tissulaire localisée, c'est un petit peu plus rare, mais bon, l'ischémie mésentérique, par exemple, en est un bon exemple. Et puis, il y a il y a de l'hyperlactatémie non hypoxique, stress, utilisation d'adrénaline exogène, et ça, c'est quelque chose qui est relativement compliqué à maîtriser. Et puis, si on s'intéresse à la clairance du lactate, la clairance du lactate, finalement, c'est quoi? C'est peut-être que lorsque vous faites une intervention thérapeutique, vous allez baisser la production de lactate, parce que vous allez diminuer la dette en oxygène, c'est l'ancien paradigme, ou parce que vous allez atténuer la réponse au stress, c'est le nouveau paradigme. N'oubliez pas que si vous améliorez votre perfusion d'organes, vous allez peut-être améliorer la perfusion rénale et hépatique, donc vous allez améliorer le métabolisme du lactate qui est essentiellement lié au foie et puis un petit peu au rein. Puis n'oubliez pas que quand vous mettez 5 litres de sérum salé sans lactate dans un patient qui a 5 millimoles de lactate, mais vous allez le diluer. Et ça, simplement ça peut faire baisser le lactate de façon mécanique. Et puis ça peut être tout ça. Donc clairement, la question, est-ce que l'on peut utiliser le lactate seul de façon simple comme stratégie thérapeutique? Probablement pas. Il faut bien connaître la physiologie du lactate, il faut bien comprendre ce qui entoure le patient en termes de traitement. Il faut savoir que le lactate, ce n'est pas non plus une réponse immédiate, que la cinétique, elle est quand même un petit peu plus longue que la SVO2, c'est 1 à 2 heures au minimum pour avoir quelque chose qui baisse de façon significative. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Et donc, je vais anticiper un tout petit peu sur le topo suivant, mais clairement, si vous vous intéressez à ce que l'on peut traiter facilement, c'est-à-dire là où on maîtrise, modifier le débit cardiaque, modifier la consommation en oxygène, tout ce qui a rapport au flux et à l'adéquation du flux, vous avez au moins dans votre arsenal 3 grands paramètres qu'il faut absolument mesurer et comprendre, que sont la SVO2 dont vous a parlé Thierry, que sont le lactate dont je vous ai parlé, et que sont le gradient véno-artériel en PCO2 dont Jean-Louis vous parlait. Ces 3 paramètres qui sont des paramètres, on va dire, flow-dépendants, au moins en partie, peuvent vous aider à faire une réanimation efficace. Donc, c'est probablement ce sur quoi je terminerai. Donc, pour quelques messages à emporter à la maison, chaque fois que le lactate baisse, c'est clairement associé à un meilleur pronostic. Ça, je crois qu'il faut le ramener. Plus il baisse, meilleur est le pronostic, mais il n'y a pas que ça. La clairance du lactate et les stratégies, si on regarde et si on veut faire qu'une stratégie, c'est comme la SVO2 et c'est comme le temps de recoloration capillaire. Puis probablement ce qu'il faut évaluer maintenant et ce qu'il faut déjà faire en pratique clinique, c'est une stratégie multimodale, multiparamétrique d'évaluation de notre patient. Je vous remercie de votre attention.